Karima, il y a des commentaires qui sont rentrés pendant notre entrevue avec Éric Blais de Headspace Marketing. On parlait du changement de nom de la CAQ. Y a-t-il des gens convaincus que ça va faire une différence? Bien, il y en a qui disent, là, peu importe le nom que la CAQ, le 2.0, se donne, l'usure du pouvoir a fait son œuvre. Dans 4 ans, on n'en parlera plus. Il n'y a plus aucun politicien d'importance qui reste dans ce parti. C'est vrai qu'il y a eu une trentaine de ministres qui ont quitté, qui ont décidé qu'ils ne se représentaient pas. Il y a François Bonnardel qui a décidé finalement aussi que non, il n'allait pas continuer. Donc, l'usure du pouvoir, c'est vrai que ça, c'est dur des fois de lutter contre ça. D'où cet esprit qu'on appelle l'alternance. Des fois, les gens, à un moment donné, ils veulent essayer autre chose. Ils veulent faire, la stagnation, c'est pas ça. On veut amener une autre énergie. Ensuite, le problème avec la CAQ, c'est que Mme Fréchette n'a aucun charisme. Bon, c'est pas nécessairement ce qu'on essaie de nous vendre. Là. En ce moment, c'est beaucoup Mme Fréchette, un vent de fraîcheur. Il y en a qui sont pas manifestement convaincus. Et ensuite, ça, je trouvais ça intéressant dans sa réflexion. Il disait, depuis la CAQ fut portée au pouvoir pour son côté nationaliste qui est disparu avec Mme Fréchette. Les électeurs déçus par la CAQ retourneront majoritairement vers le PQ. Donc, il y a quand même ces idées-là. Mais bon, bref, l'usure du pouvoir, il y a quand même... C'est sûr que c'est quelque chose qui peut revenir. Continuez de nous écrire 187 Cube Radio. Là, d'ailleurs, vous allez avoir envie de nous écrire parce qu'on va parler de la COVID et des enfants. Parce que, moi, je me rappelle, Karima, je n'étais pas dans les médias à l'époque. D'ailleurs, souvent, on me dit, t'étais où, toi, durant la COVID? Ben, j'étais pas dans les médias. Je faisais pas ça. Donc, c'est là où j'étais. Et il y avait... on se posait pas beaucoup, à mon avis, la question collectivement, à savoir si le confinement, les couvre-feux, c'était une affaire dont les enfants allaient s'en sortir indemnes. T'sais, si les enfants allaient pouvoir sortir de ces décisions-là et se développer normalement. Et là, on a des chiffres qui nous viennent de l'Angleterre parce qu'il y a une étude qui a été publiée dans une revue internationale de pédiatrie. Et c'est extrêmement troublant. Oui, c'est extrêmement troublant. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué à partir de l'expérience des enfants qui sont nés durant le premier couvre-feu. On a essayé d'évaluer s'il y avait eu des conséquences dans leur développement, notamment en matière de résolution de problèmes, d'adaptation à de nouvelles situations. Et il y a effectivement une différence. Ils sont en retard, même par rapport aux autres enfants. Je me demande si on est mûr au Québec, puis si on serait game en bon anglais de mener cette enquête-là. De voir si on s'est occupé de nos enfants durant la COVID. Ben moi, j'étais dans les médias à ce moment-là. Je peux te parler de cette période un peu folle. Et je me souviens que des médecins, d'ailleurs des pédiatres, avaient tiré l'alarme, là, si tu me permets. Et ils avaient dit, non, attention, là, les effets du confinement sur leur santé, leur développement, sur toute cette période-là qui est quand même très importante là, pour ton cerveau, les liens avec les autres, la reconnaissance, les visages, les expressions, l'isolement aussi, d'être en contact avec d'autres, ça va avoir un impact. En fait, ça a déjà un impact, ils nous disaient. Donc, il y avait ces pédiatres-là qui étaient sortis. Et d'autres personnes aussi, je pense, alertaient. Mais moi, le souvenir que j'en ai, c'est que juste de poser des questions, de remettre en question, c'était extrêmement difficile. C'est comme si on était dans une espèce d'atmosphère d'effort de guerre. Comme si là, tout le monde, c'est l'effort de guerre. Il y a cette bibite-là, ce maudit virus-là. Puis si tu questionnes moindrement ou si tu mets au défi, ben là, t'es pas dans l'effort de guerre, tu ralentis le groupe, puis on va jamais se sortir de cette pandémie-là. Et aujourd'hui, dans les réflexions aussi qu'on doit avoir, c'est sur toute la question du confinement. Tu sais, tu parles des enfants, mais... Puis je sais que tu vas me dire peut-être que ça a le dos large, mais... La pandémie. Tu sais, on a quand même... Quand tu dis, OK, quelle méthode on a utilisée, on a imité un peu ce qui se passait du côté de la Chine. Est-ce que je pense que les hôpitaux ont beaucoup appris de ça aussi, là, la façon de traiter. Est-ce qu'il y a des zones, comment tu t'organises avec des virus qui sont extrêmement contagieux, virulents. Bon, on connaissait pas, les premiers mois, on connaissait pas du tout ça, la COVID. Fait que bref, il y a cette idée-là, je suis d'accord que ça a affecté la santé mentale et dans ce cas-ci, même le développement. Et on va en parler à l'instant. Oui, avec Dr Marie-Claude Roy, qui est présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Karima, dans son souvenir, Karima Brick, vous étiez sortis, les pédiatres, pendant la pandémie. J'ai aussi ce souvenir-là. À un moment donné, vous disiez, le couvre-feu, ça va faire. Qu'est-ce qui vous inquiétait à l'époque?
Bien, à l'époque, effectivement, vous le résumiez très, très bien. On était tous dans une période d'incertitude. Hein. On apprenait au fur et à mesure quoi faire avec ce virus-là, qui aurait pu être beaucoup plus nocif et méchant pour les enfants. Puis, heureusement, mon Dieu, c'était pas le cas pour les tout jeunes enfants. Là, en général, ils étaient peu atteints. Mais néanmoins, collectivement, ça a été un virus qui a fait beaucoup de dégâts. Puis, on avait à prendre des mesures qui étaient pas agréables, qui étaient pas souhaitables sur le plan de la socialisation, du développement, de la santé mentale, évidemment, mais on était, vous l'avez dit, en situation d'urgence. Mais bon, les constats qu'on faisait, c'est que malgré les mesures qu'on devait prendre, on devait collectivement aussi être conscient des impacts que ça aurait pour les enfants. Puis, c'est pas surprenant parce que des mesures de distanciation, d'isolement, de précaution, de masque, ben ça va à l'encontre de tout ce qui aide au développement des 0-5 ans. Puis vous faisiez allusion à cette étude-là qui est une parmi de nombreuses études qui ont été faites depuis 2020 pour les jeunes enfants, mais pour les adolescents puis pour les adultes et les personnes âgées, évidemment. Mais c'est une étude intéressante parce qu'ils ont regardé une cohorte essentiellement de plus de 200 enfants, 205 enfants, et qui sont nés pendant des mesures de confinement et tout ça, puis ils ont comparé avec les cohortes précédentes sur plein d'aspects du développement, comme vous disiez, donc le langage, la motricité, puis les fonctions exécutives dont on reparlera un petit peu. Puis ce qu'ils ont vu, c'est que essentiellement, c'était le langage expressif qui était un peu plus touché chez ces enfants-là, et aussi les fonctions exécutives. Donc, comment résoudre un problème, comment planifier, comment s'ajuster, comment ajuster notre comportement pour atteindre un but, résister aux distractions, changer notre comportement en fonction du feedback des adultes et des autres autour de nous. Donc, c'est facile d'imaginer que c'est toutes ces opportunités-là que les enfants ont moins eues parce qu'ils fréquentaient pas la garderie pendant des longs mois, parce qu'ils avaient moins d'interactions, parce qu'ils pouvaient moins vivre d'expériences de façon spontanée. Vous vous rappelez, on barricadait les modules de jeu dans les parcs de peur qu'il y ait de la contamination. Donc, c'est tout autant d'expériences que les enfants n'ont pas pu avoir de façon fluide pendant ces mois-là, qui peuvent avoir eu un impact. Puis bon, effectivement, il y a plusieurs études, puis il faut être conscient qu'il y a une multitude de facteurs qui peuvent influencer le développement des enfants, mais néanmoins, c'est facile de déduire que de restreindre les opportunités sociales puis d'expérimentation, ça a pu avoir un impact sur la trajectoire du développement de ces enfants-là. OK, mais c'est quand même gros là, comme conclusion de dire que ça a eu un impact sur leur développement. Les conséquences, elles sont là pendant combien de temps? Est-ce que ça se résorbe, comme on dit, certains retards à l'âge adulte, ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer chez ces enfants-là? Bien, il y a plusieurs constats à tirer de ça. Faut dire que quand ils évaluent comme ça, ils regardent des outils standardisés, puis ils disent est-ce que c'est différent en termes de moyenne selon les outils standardisés, puis est-ce que après ça, même s'il y a un écart dans les performances dans les évaluations, est-ce que ça a un impact dans le quotidien, dans la trajectoire de vie des enfants? Bon, évidemment, si on est moins habile sur le plan expressif, ça peut avoir un impact sur le plan du langage, sur le plan de la planification de la tâche. Ça à quoi on peut s'attendre de façon globale, bien, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que les besoins, les défis des 0-5 ans sont influencés par toutes les opportunités qu'ils ont. Donc, le développement 0-5 ans, c'est absolument fascinant. Puis, il ne faut pas négliger que quand un enfant joue, quand un enfant parle, quand un enfant taquine un ami, bien, il apprend, il se construit à travers tout ça. Ce qui est probable, c'est que cette génération-là d'enfants peut potentiellement avoir un peu plus besoin de support et avoir un comportement un peu différent en termes de cohorte quand ils vont arriver à l'école. Quand on parle d'être capable de résister à la distraction, de rester attentif à une tâche, de planifier notre comportement en fonction des attentes de l'autre, bien, on peut bien s'imaginer que pour un professeur qui est face à une classe dans un contexte où on coupe les ressources en milieu scolaire, parce que moi je pense à tous les impacts que ça peut avoir dans la gestion et l'accompagnement des enfants en situation d'apprentissage, mais on peut s'attendre à des cohortes d'enfants qui vont peut-être avoir un peu plus de besoin de support pour certains aspects, d'où l'importance d'être conscient que les ressources qu'on a dans les écoles un peu partout, c'est important de les préserver parce que chaque génération d'enfants a des besoins différents. Oui. C'est juste que moi, je suis capable de concevoir que ça a eu un impact, que ça a même un impact encore jusqu'à ce jour, mais
j'ai de la misère à penser que ça se résorbe pas. Puis c'était un peu ça la question de Karima, c'est est-ce qu'à un moment donné, on exagère un peu? C'est-à-dire, sur le coup, il y a un impact pendant des années, mais à un moment donné, le développement, on n'est plus durant la COVID, il n'y a plus de confinement. Un enfant de cette génération-là peut, je ne sais pas à quel âge, vous nous le direz, mais rattraper le peloton. Bien, en fait, tout dépend des opportunités de stimulation parce qu'on a une multitude d'enfants qui ont passé à travers la pandémie sans avoir d'impact sur leur développement, sur leur socialisation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, dans leur cellule familiale, dans leur environnement plus large, toutes les opportunités de se développer. Mais si on est un enfant qui naît déjà dans une situation de vulnérabilité puis qu'on n'a pas ces opportunités-là autres d'être stimulé, bien, c'est sûr qu'on peut garder un retard. Puis quand on entre à l'école avec un retard sur plus d'un plan, ben ça peut arriver, oui, qu'on accumule et qu'on conserve ce retard-là. Ceci étant dit, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut mettre ça en perspective. Puis j'aurais envie de mettre ça en perspective avec un autre risque très, très, très important sur la socialisation, sur le développement, sur la concentration des enfants. Un risque qu'on vit quotidiennement et pour lequel il y a peu de choses qui sont faites, c'est le risque des écrans pour nos enfants. Et je trouve que le lien qu'on peut faire entre les deux est le même parce que l'effet des écrans en termes d'ouverture à l'autre, de socialisation, d'expérience, d'être obligé de s'ajuster à des relations sociales puis de travailler pour atteindre un but, ça a exactement la même restriction pour les enfants que le fait de le confiner ou de limiter ses expériences sociales. Donc ça, c'est important de mettre en perspective parce que actuellement, comme pédiatre, comme professionnel qui œuvre auprès des enfants, je suis beaucoup plus inquiète à long terme de l'impact des écrans sur cette génération-là que de l'impact des mois de pandémie, bien qu'il ne faut pas banaliser à travers quoi on a tous collectivement traversé avec la pandémie. Ça a été épouvantable pour tout le monde, mais néanmoins, je pense Ils sont encore jeunes aussi, parce que si on parle de ces enfants 0-5 ans, mettons en 2021, on est rendu en 2026, s'il y en a qui avaient 3 ans, on va pouvoir vraiment voir les résultats encore dans 10 ans, à l'âge de 18 ans, dans quel état ils sont aussi. Fait qu'il nous manque quand même des données. Mais je veux revenir, vous, comme spécialiste, donc comme pédiatre, des leçons. On entend souvent ça. Il y a des gens qui l'ont encore un peu dans la gorge, qui sont très frustrés de ça. Bon, on est passé un peu à autre chose, Dieu merci. Mais vous, comme spécialiste, quelles leçons vous tirez de ça? S'il y avait une autre pandémie, je peux comprendre que les paramètres seraient peut-être différents, mais y a-t-il des choses qu'il ne faudrait absolument pas faire ou faire différemment? Je pense de façon très, très globale, en regardant vers l'arrière et en constatant ce qui a été fait, qu'on a globalement bien réagi pour protéger le plus possible nos populations vulnérables, que je pense aux personnes âgées qui avaient des défis complètement différents des défis des enfants, mais c'était mitiger les risques, s'ajuster au fur et à mesure, puis je pense que collectivement, avec les décideurs, on s'est constamment reposé la question, est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on ajuste? Puis c'était difficile pour la population parce qu'il fallait constamment changer des consignes. Oui, mais est-ce qu'on a fait ça pour les jeunes, en fait? Parce que vous mentionnez, vous avez raison, on pensait beaucoup pour la transmission, les personnes vulnérables, mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu oublié les enfants puis les adolescents là-dedans? Je pense que non. Je pense que non parce qu'on a été une des provinces où on a le plus rapidement possible réintégré les enfants à l'école. Oui, avec des mesures, oui, avec des restrictions, mais tant qu'on n'avait pas la sécurité. Je pense qu'on est allé aussi loin que ce qu'on pouvait, puis on a été dès le début, en tout cas, on a eu cette écoute-là des décideurs d'être conscients de l'impact. Puis je pense qu'il faut garder en tête que les enfants sont tellement tributaires de l'environnement dans lequel ils évoluent qu'il faut toujours garder cette perspective-là. Une autre pandémie, il y en aura le plus tard possible, on l'espère, mais ça va revenir un jour. Ça fait un peu partie du cycle. Il faudra s'ajuster selon les risques du virus qu'on aura à ce moment-là, mais je pense que de prendre conscience qu'un enfant, que ça joue tout seul ou que ça joue avec tout plein de monde, ça évolue pas de la même façon, puis d'avoir cette perspective-là dans nos décisions, je pense que ça reste extrêmement important. Merci beaucoup, Dr. Marie-Claude Roy, présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Ça a été un plaisir. Je sais pas, moi, Karima, si on a appris grand-chose. J'ai laissé Mme Roy répondre, mais mon avis très personnel, c'est quand même, je nous rappelle à tous et toutes au Québec que lorsqu'il a été question vaguement peut-être de l'idée de tenir une sorte de commission d'enquête, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, les partis ont voté à l'unanimité contre ça.
C'est-à-dire que moi, s'il y aurait une pandémie demain matin, que je pense qu'on réagirait de la même façon. Il n'y a personne qui s'est posé la question à savoir si on avait pris des bonnes décisions, si on avait fait ça de la bonne façon. J'ai entendu très peu d'examens de conscience, très peu de gens dire... Regarde, même Justin Trudeau est capable de dire « j'ai mal géré les frontières ». J'ai pas entendu ben de monde au gouvernement du Québec dire « on est peut-être allé un peu trop loin, on n'avait peut-être pas les spécialistes qu'il nous fallait ». Je rappelle quand même qu'il y a des gens dont c'est le métier. Dr Arruda, c'était son métier de gérer des pandémies. Puis il nous arrivait avec on met un masque, on met pas de masque, on met un masque, on met pas de masque, on met là, puis là, il faisait des simagrées même comme ça, puis après, il disait, ben écoutez, j'apprends à piloter cet avion-là qu'on construit en plein vol, mais c'est ton métier, tu as un doctorat là-dedans. Je veux dire, comment ça se fait que tu es aussi peu avancé que la plupart d'entre nous? Moi, j'ai trouvé qu'on l'a échappé dans bien des affaires. Ben des affaires. Puis c'est un gros traumatisme au Québec. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent de ça publiquement. Pas beaucoup de gens qui en parlent. C'est comme si c'était, ouf, tu veux toucher à ça? Ah, tu veux vraiment toucher à ça? Là, touche pas à ça. Touche donc pas à ça. C'est donc bien un risque inutile à prendre. Mais non, mais t'as raison. Puis je pense que tu parles de ce traumatisme-là. Je pense que c'est aussi mondial. À un moment donné, les gens veulent juste plus revisiter cette affaire-là parce que, on respire, on est sorti de ça, puis c'est tellement pénible de penser que, oui, la décision, ça a été, cette idée de confinement-là. Je veux dire, je ne suis pas une médecin en santé publique, mais on a quand même compris qu'il y avait aussi d'autres façons de gérer ça. C'est pas vrai que c'était partout comme ça, non plus. Et puis ça, c'est comme, et tout de suite, c'est comme de l'étiquette de complotisme. Il faut juste poser des questions. C'est pas d'être complotiste, c'est juste poser des questions. Et je rappelle quand même, pour revenir à l'aspect de la médecine, c'est Dr Chicoine qui était sorti, le pédiatre au CHU Sainte-Justine, là, qu'on connaît bien dans les médias, qui sort, puis il y avait un discours, justement, ça détonnait, mais lui aussi, c'est un spécialiste. Il envoie des enfants. Moi, je pense qu'on a un peu oublié les enfants à ce moment-là et les jeunes. Moi, j'ai des neveux qui étaient, par exemple, en secondaire 5, secondaire 4, à cette période-là. Ça se rachète pas cette année-là. T'as beau dire, oui, non, à un moment donné, ces 2 années charnières, là, entre le secondaire et le cégep, ça ne se rachète pas. Au Québec, on aime nos enfants. Ça, j'entends souvent ça.